ces processus inhérents chez l'enfant font appel à l'observation à la fois de la réalité, hein, papa, maman, ce qui se passe en crèche, etc., mais également des représentations de la réalité. Et tel que Sylvie Cromer a pu le présenter avant, dans la littérature enfantine, mais également à la télévision, dans les pubs, dans les jouets pour enfants, catalogues de jouets, manuels scolaires, etc. Et le problème est le suivant, eh bien, c'est que les représentations de la réalité sont beaucoup plus stéréotypées que la réalité elle-même, comme Sylvie Cromer l'a expliqué avant. Alors, je vous donne juste un exemple d'un enfant qui vivrait dans une famille où papa et maman se partagent les tâches et par exemple font la vaisselle à tour de rôle. Eh bien, c'est très paradoxal pour les parents, mais néanmoins, cet enfant, à un moment donné de sa vie, va étiqueter l'activité faire la vaisselle comme étant un truc de femme. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que les enfants, ils allaient vraiment se baser sur l'observation au sens large, hein, donc aussi des représentations de la réalité. Et dans la littérature enfantine, on voit beaucoup plus maman devant un évier qui déborde de vaisselle sale que papa. On voit quasiment jamais papa faire la vaisselle. Dans la pub, là aussi, hein, c'est beaucoup plus les femmes qui sont l'utilisatrice des produits vaisselle. Les hommes sont les experts, sont ceux qui ont créé le produit. Dans les catalogues de jouets, eh bien, avec les petites cuisinières, vous avez le petit évier. Où est-ce que c'est vendu? C'est vendu dans les rayons filles, etc. Par conséquent, effectivement, l'enfant aura eu beaucoup plus de modèles associant vaisselle à individu de sexe féminin qu'à individu de sexe masculin. Pour les parents, c'est paradoxal, parce que c'est comme si soi-même, en tant que parent, on ne comptait pas. Alors bien sûr que dans le point de vue affectif, on compte davantage que ces représentations-là, mais par rapport à la manière, au processus, à la manière dont les enfants intègrent le masculin et le féminin, eh bien les représentations sont beaucoup plus importantes que la vraie vie, que vit l'enfant, tout au moins durant leurs premières années de vie. Alors je passe maintenant à la socialisation différenciée. Du coup, évidemment, ça va être très bref, hein, parce qu'il doit me rester à peu près un quart d'heure. Donc cette socialisation différenciée, eh bien, elle est commune à toutes les instances de la socialisation des enfants. Donc vous avez à la fois... Ok, merci. Vous avez à la fois les institutions de socialisation, hein, donc famille, espace de vie enfantine, donc crèche, garderie, etc. Vous avez l'école, vous avez les objets de socialisation, c'est-à-dire les habits, les jouets, les sports, équipements sportifs aussi qui sont importants. Et puis vous avez toutes les représentations hein, qui sont véhiculées, comme je l'ai dit avant, dans la littérature enfantine, les pubs, les manuels scolaires, etc. Alors là, évidemment que je ne vais pas pouvoir traiter de toute la socialisation différenciée maintenant, donc je vais prendre quelques points éparses dans les axes que je viens d'évoquer. Alors en commençant par la famille, hein, donc la famille c'est la première sphère dans laquelle arrivent les enfants, et là les recherches qui ont été faites dans le domaine mettent en évidence que les parents vont davantage encourager l'indépendance, l'autonomie auprès de leurs fils qu'auprès de leurs filles. Les filles, elles vont plus être aidées pas à pas dans toutes les activités qu'elles vont faire, donc elles vont moins apprendre à faire toutes seules. Les recherches basées sur la communication émotionnelle, la manière dont au sein de la famille on discute de la communication émotionnelle, mettent aussi en évidence des différences en fonction du sexe de l'enfant. On voit en fait que les parents vont davantage discuter de cette communication émotionnelle avec leurs filles qu'avec leurs fils. C'est-à-dire que les filles, dès l'enfance, vont être plus habituées à verbaliser comment ça va, comment tu te sens, t'es triste, t'es heureuse, etc. À verbaliser toutes ces émotions et toute cette communication émotionnelle. Pour le garçon, ça va plutôt se limiter au fait que, là aussi, il y a vraiment de nombreuses recherches qui le mettent en évidence, au fait que les réactions de colère sont plus tolérées chez le garçon que chez la fille. On va davantage accepter, mais pas forcément la discuter, on va davantage accepter la colère chez le garçon que chez la fille. Un courant de recherche relativement récent s'est intéressé à voir si est-ce que les pères et les mères vont s'engager différemment face à la prise en charge de leurs fils et de leurs filles. Et les résultats ont surtout mis en évidence qu'il y avait des différences au niveau des pères, hein,
selon qu'ils aient des pères, des papas, hein, selon qu'ils aient un garçon ou une fille, mettant en évidence que les pères vont davantage s'engager à la fois dans les soins quotidiens, à la fois dans le domaine du jeu où ils vont être plus actifs, plus physiques avec leurs fils et avec leurs filles, et que cet engagement des pères va être d'autant plus important qu'il s'agit d'une fratrie composée uniquement de garçons. Donc lorsque le père a que des garçons, bien que lorsque le père a que des filles, eh bien l'engagement paternel va s'en retrouver passablement différencié. Hein, d'accord, donc davantage d'engagement paternel auprès des fils qu'auprès des filles. Passons à l'école maintenant, où là aussi, hein, je peux vous présenter que quelques résultats de recherche. Il faut savoir que le monde scolaire a été passablement examiné hein, à travers des lunettes genre, et que bien évidemment, donc j'insiste là-dessus parce que je sais que je me trouve face à un public de membres du corps enseignant, bien évidemment ces résultats sont des résultats issus de statistiques. Donc ce que je vais vous dire, ça ne veut pas dire que forcément tout le monde fait ça, mais que d'un point de vue statistique, il y a plus de personnes à faire ça que le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde scolaire? Il se passe que ce que les recherches mettent en évidence, c'est qu'on va davantage donner la parole aux garçons qu'aux filles. Donc, quand on pose une question frontale face à la classe et puis que les enfants lèvent la main, eh bien, la parole va plus facilement être donnée à des garçons qu'à des filles. Cette parole, ils vont la garder aussi plus longtemps, ce qui fait qu'au final, les garçons occupent beaucoup plus l'espace sonore que les filles, mais aussi par le fait que les garçons sont plus prompts à prendre la parole sans y être invités que les filles. Autre résultat, les garçons sont plus sollicités, sont plus félicités que les filles, et puis ils sont aussi surtout plus encouragés à se débrouiller par eux-mêmes, donc à utiliser leurs propres ressources, alors que les filles vont, comme dans la famille, plus être aidées par papa. Alors c'est sûr que pour le monde scolaire, ça va être bénéfique aux filles, hein, d'être plus aidées par papa, et puis effectivement, les recherches de Baudelot et Esteblet mettent en évidence que les filles ont des meilleurs résultats scolaires que les garçons, mais par rapport à l'avantage que ça peut avoir pour la vie future, hein, où on ne va pas forcément avoir un petit guide qui va nous aider en nous disant à chaque moment fais ci, fais ça, eh bien le fait d'avoir été encouragé dès l'enfance à se débrouiller par soi-même, à être actif, à prendre des initiatives, eh bien c'est sûr que c'est quelque chose qui est plus fait avec les garçons et dont ils vont tirer un avantage. Et autre résultat qui rejoint celui observé dans la sphère familiale, c'est le fait que dans le monde scolaire, on tolère aussi beaucoup plus l'indiscipline chez les garçons que chez les filles. C'est-à-dire que pour une même bêtise, eh bien, la fille sera beaucoup plus punie, réprimandée que le garçon. Autre résultat intéressant dans le monde scolaire qui est basé en fait sur les frontières intersexes. Donc, durant l'enfance, spontanément, mais ça vous le savez très certainement, les enfants vont davantage se regrouper par sexe. C'est-à-dire que vous allez avoir les filles d'un côté, les garçons de l'autre, là aussi de manière spontanée. C'est-à-dire que quand les enfants sont dans la classe, si vous les laissez s'installer comme ils le souhaitent, vous allez avoir des groupes de filles d'un côté, des groupes de garçons de l'autre. Généralement, ces plans de classe spontanés ne vont pas continuer d'exister tout au long de l'année, mais ce que les recherches faites dans le monde scolaire mettent en évidence, c'est que très souvent, ces plans de classe sont cassés par les membres du corps enseignant, et puis ils vont plutôt utiliser la stratégie suivante qui est de faire des groupes mixtes, un garçon et une fille côte à côte, qui va permettre en fait de faire baisser le niveau sonore de la classe, parce que les garçons fonctionnant davantage sur un mode compétitif, quand vous les laissez ensemble, effectivement, ça va augmenter le niveau sonore. Comme il y a des frontières intersexes durant l'enfance et puis qu'il y aura peu de relations entre un garçon et une fille, le fait de faire des paires mixtes, eh bien, va faire effectivement diminuer le niveau sonore de la classe parce qu'il y aura peu d'interaction entre le garçon et la fille, mais c'est au détriment des filles qui, elles, fonctionnent bien sur un mode coopératif.